Donc, bonjour à tous dans la salle et sur Facebook. Je suis extrêmement heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je me présente, Mélanie Garneau, je suis ambassadrice pour l'EIAS. On est aujourd'hui heureux de vous présenter une conférence sur la responsabilité et l'intelligence artificielle. La perspective du déploiement de l'IA en santé suscite un bon nombre de questions. Et notre conférencière aujourd'hui, spécialiste en droit de la santé, saura y répondre et vous proposera aussi des pistes de réflexion fort intéressantes. Donc, tout au long de la présentation, je vous invite à poser vos questions via Facebook et vous pouvez aussi vous approcher au micro à l'avant donc pour poser vos questions. Je vous rappelle que l'événement est aussi diffusé sur Facebook Live. Tout juste avant de débuter, j'aimerais vous inviter à vous inscrire comme étudiant à l'EIAS. Vous pourrez ainsi voir toute notre programmation à venir en 2020. Donc, vous trouverez les détails des prochains événements et formations. Donc, sans plus tarder, j'ai le plaisir de vous présenter et d'inviter sur scène professeure Mélanie Bourassa-Forcier, directrice des programmes de droit et politique de la santé et responsable du programme de baccalauréat et maîtrise en sciences de la vie de l'Université de Sherbrooke. Donc, accueillez-la chaleureusement et bonne conférence. Merci. Bonjour, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. On m'a dit que j'avais un petit bidule pour changer. Je ne l'ai juste pas en main. Donc, je tiens à remercier le docteur Fabrice Brunet et son équipe pour l'invitation. Je suis vraiment enchantée d'être avec vous aujourd'hui. J'espère que je pourrai peut-être vous guider un peu dans vos réflexions en lien avec l'intelligence artificielle et la responsabilité. On a dit, Mélanie a dit que j'allais apporter des réponses. Peut-être que je vais vous apporter plus de questions. C'est le propre des avocats de susciter des questions. Donc, peut-être que j'apporterai plus de questions que de réponses, mais peut-être que je vous guiderai autrement dans vos réflexions actuelles. En ce qui concerne mes conflits d'intérêts, je n'en ai pas, bien que je pense qu'on ne peut jamais dire qu'on n'a pas de conflit d'intérêts. J'ai clairement un biais. En fait, généralement, je concentre mes travaux sur le sujet de l'innovation dans le secteur de la santé, comment on peut accroître l'innovation et l'intégrer de façon responsable. Donc, j'ai certainement un biais à cet égard-là. Je sais que vous avez déjà eu plusieurs rencontres en lien avec l'intelligence artificielle, donc le sujet est quand même bien maîtrisé pour la plupart d'entre vous. Je tenais simplement à rappeler quelques applications qui sont en lien avec l'utilisation de technologies qui font appel à l'intelligence artificielle. Ici, vous avez un exemple de Babylon, qui est une application numérique qui s'apparente un peu vous savez, le 811 que l'on utilise quand on a des conseils à obtenir de la part, par exemple, d'une infirmière. Eh bien, l'application Babylon permet de discuter avec un intermédiaire qui est virtuel, qui va nous dire, vous avez un problème de santé urgent, vous devez vous rendre, par exemple, à l'urgence immédiatement ou pas. Et le NHS, en fait, avait fait un contrat avec Babylon afin d'optimiser
l'utilisation des soins en fait, qui sont offerts à l'urgence dans un contexte d'urgence. Ce qu'on disait, c'est qu'en fait, les personnes qui étaient diagnostiquées à travers Babylone comme devant se présenter à l'urgence pouvaient obtenir une priorité d'accès. On comprendra que finalement, ce contrat-là n'a pas eu de succès, malheureusement, parce que les gens avaient tendance à accroître leurs symptômes. Donc, on disait qu'on était très malade pour obtenir une priorité d'accès à l'urgence. Ici, c'est le Webot, qui est une application qui s'apparente à un psychologue virtuel qui a été développé par une start-up de San Francisco. Donc, c'est possible d'avoir une discussion avec ce psychologue virtuel. Certains diront, mais oui, mais on se dirige vers une déshumanisation des soins, et d'autres ont fait des évaluations scientifiques pour voir s'il y avait des retombées positives suite au développement de telles applications. Et il semble qu'il y a des retombées positives pour, par exemple, les personnes qui ont un malaise à parler de leurs problèmes, souvent des problèmes liés à des problèmes de santé mentale. Donc, par peur d'être jugé, on n'ose pas parler à un humain. Donc, il y a une plus grande ouverture à discuter avec ce type d'application. Eh bien, un autre exemple d'intelligence artificielle qui se traduit dans quelque chose de physique, c'est les robots. On pourra en discuter plus tard. Les robots de plus en plus utilisés au Japon dans un contexte de vieillissement de la population. Est-ce que le son va bien? Est-ce que vous m'entendez correctement? OK, parce que ça... Ici, vous avez une image, en fait, qui provient d'une présentation d'Imagia. Je ne sais pas si vous avez sûrement déjà eu des présentations faites par Imagia. Donc, on combine, dans ce cas-ci, l'imagerie avec l'intelligence artificielle et ça permet de détecter beaucoup plus rapidement que dans un contexte dans une trajectoire de soins régulière, ça permet de détecter beaucoup plus rapidement la présence ou pas d'une tumeur cancéreuse. Dans ce cas-ci, c'était pour le poumon. D'autres applications, eh bien, on voit de plus en plus recours à l'intelligence artificielle pour identifier le bon médicament pour le bon patient. On essaie aussi, à travers l'utilisation de l'intelligence artificielle, de récupérer des médicaments qui ont été retirés du marché. Par exemple, j'ai un exemple comme ça, je ne dis pas qu'on travaille sur le sujet en particulier, mais disons le Vioxx, on l'a retiré parce qu'il s'avérait avoir des effets secondaires néfaste pour une certaine catégorie de personnes. Donc, l'intelligence artificielle permettrait de réintroduire certains anciens médicaments, mais vous comprendrez qu'évidemment, il y a un enjeu au niveau de la propriété intellectuelle puisque ces médicaments-là ne sont plus protégés. L'intelligence artificielle peut permettre un meilleur suivi au niveau des maladies chroniques, de la santé mentale et évidemment de mettre en place des technologies qui permettent une meilleure prévention. Et il y a d'autres exemples dans la littérature et dans le contexte réel de soins qui existent présentement. Qu'est-ce que c'est ma définition de l'intelligence artificielle? Parce que, en fait, il y a plusieurs définitions de l'intelligence artificielle. On peut parler de quelque chose qui est très micro, qui est très ciblé, ou de quelque chose qui est très large. Pour les fins de ma présentation, moi, je vais inclure dans la notion d'intelligence artificielle, ce qui consiste en un apprentissage supervisé ou non supervisé par une machine. Okay. Quelle responsabilité? Quelle responsabilité des acteurs? En fait, j'aurais pu écrire « quelle responsabilité » avec un S, mais j'ai fait le choix de dire que les acteurs ont une responsabilité en lien avec les éléments qui sont ici au tableau, en fait, qui sont sur l'écran. Je crois qu'il y a une responsabilité au niveau du respect de la vie privée, de la confidentialité. Si je ne me trompe pas, vous avez aussi une présentation sur le sujet, donc je vais passer quand même assez rapidement, mais surtout, n'hésitez pas à m'interrompre au courant de cette présentation. Je vous présente aujourd'hui un peu comme je présenterais un cours accéléré, donc vraiment, vous pouvez m'interrompre, il n'y a aucun problème. On pourra pousser des réflexions si ça vous dit. Il y a une responsabilité aussi en lien avec le concept de responsabilité civile en droit. Donc, on parle en droit de responsabilité extra-contractuelle. Donc, il arrive quelque chose, il y a un dommage, il n'y a pas de contrat entre les parties. Il va y avoir, il y aura une possibilité de recours sur une base extra-contractuelle. Il y a une responsabilité aussi qui peut découler d'un contrat. Donc, on va parler de la responsabilité contractuelle. On pourra axer plus
plus spécifiquement sur ce sujet-là parce que je pense que ça suscite beaucoup de questions chez certains d'entre vous. Oh, pardon. La conformité, c'est aussi une responsabilité. Donc, comment s'assurer que la technologie, elle est fiable? Pas à un moment déterminé, mais tout au long de sa vie. Parce qu'on sait que lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, disons qu'on a une technologie qui est approuvée et qui est mise en marché, eh bien, cette technologie-là ne cesse pas d'évoluer, contrairement à une autre technologie qui ne serait pas numérique. Et on a une responsabilité aussi au niveau de l'accès. Donc, on verra cet élément-là plus spécifiquement. Vos questions. Donc, si vous êtes capable de vous souvenir de ces 4 thèmes-là, donc, par exemple, lorsque je vais vous parler de la vie privée, mais que vous avez une question en lien avec la responsabilité, peut-être juste attendre un petit peu pour que j'anticipe le moins possible sur le contenu. En ce qui concerne la vie privée, vous avez certainement entendu plusieurs intervenants vous dire qu'on doit mettre à jour nos lois. Nos lois ont été adoptées il y a plus de 20 ans. Elles ne sont pas adaptées à un contexte d'évolution numérique. Qu'est-ce qu'on a présentement dans nos lois? Est-ce que nos lois ne sont pas suffisantes à l'heure actuelle pour protéger les utilisateurs des technologies numériques en ce qui concerne le respect de leur vie privée? Eh bien, nos lois, à l'heure actuelle, contiennent des principes. Et ces principes-là sont, je vous ai sorti les plus importants, en fait, je ne dirais pas les plus importants, mais ceux sur lesquels on doit axer particulièrement. Principe de consentement éclairé, et je dirais libre aussi, à l'utilisation des renseignements personnels. Qu'est-ce que c'est un renseignement personnel? C'est un renseignement qui permet d'identifier la personne, que ce soit directement ou indirectement à travers un cumul de données. OK? Recueil de données pertinentes et proportionné aux finalités. Lorsqu'on obtient un consentement, le consentement doit être donné pour une finalité, pour un objectif qui est identifié. Qu'est-ce que ça veut dire si on parle du numérique puis de l'intelligence artificielle? Bien, en fait, ce qui arrive, c'est que dans le domaine de l'intelligence artificielle, on collecte des données et on a un objectif X en tête. Mais là, plus on a de données, plus on réalise que finalement, on pourrait réaliser un autre objectif. Donc, intervient l'objectif Y. Qu'est-ce que ça veut dire si le concepteur ou la compagnie qui a développé le logiciel décide d'aller vers la réalisation de cet objectif Y? Ça veut dire qu'elle doit retourner vers l'usager qui a donné son consentement pour le premier objectif, qui était l'objectif X. Confidentialité, on doit s'assurer du respect de la confidentialité des données personnelles qui sont collectées. Et ça va aussi avec la sécurité. Ça veut dire qu'on doit mettre en place un système qui permet de sécuriser ces données-là. Droit d'accès, de rectification et d'information, c'est un droit qui est actuellement prévu dans notre législation. Et l'imputabilité, donc on est responsable. Donc tous ces principes-là, même s'ils ne sont pas ou s'ils n'ont pas été développés spécifiquement dans un contexte d'intelligence artificielle, ils sont présents et lorsqu'on va parler de documents ou de normes, de nouvelles normes applicables au contexte numérique, bien, on réalise que finalement, ces normes-là font appel à des principes qui sont déjà existants dans notre législation. Je vous donne par exemple la Déclaration de Montréal sur l'IA responsable. On s'est dit, on va mettre en place des principes pour démontrer qu'on est à l'avant-garde au niveau du respect de la vie privée et de la confidentialité des données dans le contexte de l'intelligence artificielle à Montréal. C'est un document normatif qui démontre notre volonté d'être à la bonne place. Mais ce document normatif-là reste ce que l'on appelle en droit du droit souple. C'est un document normatif qui n'a pas de dents, comme on pourrait en donner, par exemple, à une loi ou à de la réglementation attachée à une loi. Quels sont les risques à l'heure actuelle? Qu'est-ce qui fait qu'on dit qu'on a besoin de principes normatifs additionnels, qu'on a besoin de revoir nos lois? Je vous en ai identifié 3, il y en a d'autres. Il y a le risque de triangulation. Donc, présentement, on collecte des renseignements qu'on va qualifier de non personnels
Mais ce que l'on dit, c'est que compte tenu que ça évolue tellement vite dans le contexte technologique, qu'un renseignement qui nous apparaît non personnel pourra très rapidement devenir personnel parce que les données pourront très rapidement être couplées. Un problème. La discrimination. On peut mettre en place plein de mesures qui correspondent aux principes dont je vous ai parlé, mais il reste qu'une fois qu'il y a un bris de confidentialité, malheureusement, on va donner l'exemple, je suis certaine qu'ils sont tannés qu'on donne leur exemple, là, de Desjardins. Bris de confidentialité. L'information se retrouve dans les mains de tiers. Qu'est-ce que ça peut faire, ça? Ça peut mener à un vol d'identité, mais ça pourrait aussi mener à de la discrimination. Par exemple, dans l'établissement de primes d'assurance, chez nous, on a l'avantage d'avoir une assurance maladie qui est publique. Mais l'assurance invalidité, l'assurance voyage, c'est pas public, donc il pourrait y avoir de la discrimination à cet égard-là. Donc, nécessairement, ces risques, la présence, en fait, de ces risques-là et de ces éventualités a pour effet de générer une crainte au niveau de l'utilisation des technologies. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser l'innovation, mais aussi l'adoption adéquate des technologies dans un contexte de confiance? En fait, je vous dis ici, nos normes rigides et souples suffisent-elles à gérer le risque? Je vous ai dit que dans notre législation puis dans notre droit souple, on a plein de principes. Donc, en principe, on devrait répondre oui à cette question-là. Mais la problématique, en fait, c'est lié au fait que notre loi ne prévoit pas de pénalité importante en cas de non-respect des principes dont je vous ai parlé. On parle de 10 à 15 000 $ de pénalité, tandis que dans les pays de l'Union européenne, on va parler de 4 du chiffre d'affaires mondial, ce qui est beaucoup plus. Nos lois ne prévoient pas non plus de création, incluant les normes, ça ne prévoit pas de création d'organismes de certification et un organisme qui aurait un pouvoir de suivi. Je pense par exemple ça m'échappe, à l'énoncé de politique des 3 conseils pour ceux qui font de la recherche clinique. Donc, on a l'énoncé de politique des 3 conseils qui prévoit que lorsqu'on fait un essai clinique, on doit faire approuver le tout par un comité d'éthique à la recherche qui, par la suite, doit, en principe, normalement, on devrait, comme établissement, donner les ressources au comité pour le faire. Le comité devrait suivre l'évolution de la recherche clinique et s'assurer qu'il y a toujours une conformité aux principes normatifs, qui est l'énoncé de politique des 3 conseils. Donc là, on a la Déclaration de Montréal, mais on n'a pas l'équivalent d'un comité d'éthique de la recherche qui s'assure du respect des principes normatifs. Donc, il faut travailler à cet égard-là. Qu'en est-il de la minimisation des dommages? On dit beaucoup, on est beaucoup en amont, en fait. On dit beaucoup, il faut qu'on fasse des choses pour s'assurer du respect de la vie privée. Il faut s'assurer de la confidentialité des données. Mais on a très peu travaillé sur qu'est-ce qu'on met en place pour gérer le risque et pour minimiser les dommages. Je vous donne un exemple pour mieux illustrer mes propos. Une carte de crédit. Qui n'a pas une carte de crédit ici? Il y a un risque au fait d'avoir une carte de crédit. On perd notre carte de crédit, quelqu'un peut faire des achats, et bon, à ce moment-là, ça fait en sorte qu'on a un compte qui se retrouve peut-être dans le rouge. Quelqu'un peut voler notre identité. Pourquoi on a quand même une carte de crédit malgré ces risques-là? Parce qu'on a mis en place des normes, des balises qui font en sorte que notre dommage va être minimisé en cas de vol. On a peu travaillé sur cet élément-là jusqu'à présent. La responsabilité civile. Je pourrais juste vous dire un petit élément ici. Un dernier élément. Je vais encore faire le lien. Moi je fais essentiellement du droit pharmaceutique. J'ai beaucoup travaillé sur le sujet, donc c'est la raison pour laquelle mes exemples sont beaucoup liés à la recherche dans le domaine pharmaceutique. Je reviens à la question, nos normes rigides et souples suffisent-elles à gérer le risque? On a nos lois qui probablement doivent être mises à jour pour donner plus
de pouvoir, par exemple, au commissaire à la vie privée, pour que les pénalités soient plus importantes. On a la Déclaration de Montréal. Il nous faudrait un organisme qui s'assure du respect de ces normes souples-là. Mais qu'est-ce que l'entreprise peut faire? L'entreprise, ou même un établissement, l'entreprise, puis là, je vais faire un parallèle avec les compagnies pharmaceutiques. Il y a Médicaments Novateurs Canada, que plusieurs d'entre vous connaissez certainement. Ils ont développé un code d'éthique. On a un code d'éthique, on a des principes qui doivent être respectés. Qu'est-ce qui arrive si on ne respecte pas ces principes? Bien, il y a un mécanisme. Il peut y avoir des pénalités. Ton nom devrait, en principe, bien que j'ai fait une recherche récemment et je ne voyais pas les noms des compagnies qui avaient fait l'objet de plaintes, mais en principe, le nom d'une compagnie qui n'a pas respecté le code d'éthique de médicaments novateurs est publié sur le site. Donc, les entreprises, les établissements ont aussi une responsabilité. On a des normes qui existent, elles doivent, elles, mettre en place des codes d'éthique, des principes de précaution pour s'assurer de maximiser, en fait, leur conformité aux principes qu'on a édictés chez nous. Je pense que ça, c'est une responsabilité éthique des développeurs dans le domaine de l'intelligence artificielle. La responsabilité civile. Donc ici, vous ne voyez peut-être pas, c'est écrit, en fait, le robot dit « Je suis poursuivi pour un mauvais diagnostic, qu'est-ce que je fais maintenant? » Et le médecin dit « Ah, je m'excuse, ça vient avec le travail. » Est-ce que l'avenue ou l'arrivée d'applications numériques, de robots dans le domaine de la santé va faire en sorte de dégager les acteurs de leurs responsabilités? C'est une question que beaucoup se posent. Qu'en est-il de l'état de la législation ou de la jurisprudence, des décisions qui ont pu découler de cas qui sont survenus? À qui la faute? On se demande souvent, on dit, par exemple, si on revient ici, est-ce que c'est la faute du robot ou est-ce que c'est la faute du médecin? Est-ce que c'est la faute de la compagnie qui a vendu le robot ou est-ce que c'est la faute du concepteur qui a vendu le logiciel à la compagnie qui a développé le robot? À qui ça revient, la responsabilité? Je ne sais pas si vous avez vu passer ce reportage, en fait, de Radio-Canada, très récemment. C'est sur, en fait, c'est un logiciel de la DPJ qui serait lié à la mort d'un enfant de 2 ans. Le gouvernement du Québec a développé un logiciel et on a imposé aux intervenants de la DPJ d'utiliser ce logiciel-là pour catégoriser les enfants, à savoir si un enfant, par exemple, était à haut risque et devait être immédiatement pris en charge ou s'il devait y avoir une simple supervision dans le temps. Donc, les intervenants doivent remplir un questionnaire pour finalement arriver à une réponse. Le logiciel fait appel à l'intelligence artificielle. C'est peu clair, là, je ne pourrais pas m'avancer pour vous dire si c'est supervisé ou non supervisé. Je ne connais pas assez bien ce domaine-là et le concept du logiciel en question. Et dans le cas qui a été présenté, en fait, l'enfant avait fracture de la jambe, une lacération à une oreille, une main pratiquement cassée, langue perforée coupée, et le logiciel est arrivé à la conclusion que c'était un problème de surveillance. On n'a pas catégorisé l'enfant comme étant dans une situation critique. Et c'est à cause de cette catégorisation-là, qui était mal fondée ou erronée, que l'intervenant n'a pas mis en place les mesures pour prendre en charge l'enfant et l'enfant est décédé très peu de temps après. Donc, ça pose la question suivante. Je reviens à ma question de départ. C'est la responsabilité de qui? La responsabilité de l'intervenant? La responsabilité du gouvernement qui a développé, en fait, c'est une branche d'un des ministères où on a développé ce logiciel-là. C'est la responsabilité de qui? Ce que les intervenants nous disent, c'est que depuis qu'ils ont l'obligation d'utiliser ce logiciel-là, ils ne sont pas satisfaits des résultats. Donc,
Ils font le test plusieurs fois en changeant les réponses à des questions pour arriver à une conclusion différente de la part du logiciel. Donc, est-ce que c'est aussi une utilisation judicieuse? Je serais curieuse de savoir qui pense que ça pourrait être la faute d'un... Personne ne vous voit. Moi, je ne vois même pas. Donc, qui pense que c'est la faute de l'intervenant? Qui pense que c'est la faute du gouvernement? Je comprends qu'il y a la majorité ne savent pas. Ou ne veulent pas se prononcer. Mais ce cas-ci, oui. Mm-hmm. Mm-hmm. Ouais. Ouais. Bonne question. En fait, je ne sais pas, peut-être que je dois reprendre la question pour les gens sur Facebook. On me demande, en fait, on dit que ce n'est pas tant à qui la faute, la question, c'est plus de savoir, mais est-ce que ces logiciels-là sont réellement fiables? Est-ce qu'on peut donc se fier au logiciel et dire, ben ça, c'est la bonne réponse? Puis c'est un peu... En fait, le problème avec le numérique, c'est un peu comme l'utilisation de la calculatrice. Hein? Plus on l'utilise, moins on est capable de faire de calculs, puis on va avoir tendance à se référer tout de suite à notre calculatrice pour faire le calcul, parce qu'on va peut-être perdre un peu confiance en nos propres moyens. C'est une excellente question. Je vous dirais, en fait, que ce n'est pas une question nouvelle. Ce n'est pas parce qu'on parle d'intelligence artificielle que cette question-là est nouvelle. Les tests diagnostiques, tests sanguins, qu'on utilise depuis plusieurs années. Est-ce que c'est fiable à 100 %? Est-ce qu'on doit s'y fier à 100 % Il y en a des faux positifs et tout ça. Donc, c'est la même question. Les pharmaciens utilisent un ordinateur. Et ça, il y a un cas au niveau de la déontologie qui est sorti il y a une couple d'années. En fait, le pharmacien s'était fié à son logiciel. Vous savez, lorsqu'on se présente à la pharmacie, le patient fait une demande de prescription et normalement, le pharmacien utilise un logiciel qui fait en sorte qu'il y a un drapeau rouge qui se lève lorsqu'il y a une interaction entre des médicaments. Et là, le drapeau rouge ne s'est pas levé. Donc, il a vendu le médicament et il y a eu une problématique. Eh bien, on a tenu le pharmacien responsable. Et on ne parlait même pas d'intelligence artificielle. On parlait juste de numérique de base, là. Pourquoi on l'a tenu responsable? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le pharmacien ne devait pas cesser d'exercer son jugement, même lorsqu'il utilisait une technologie qui pouvait lui sembler 100 % fiable. Donc ça, c'est des cas comme ça qui s'appliquent à d'autres contextes qui nous permettent de tirer des conclusions sur à qui reviendrait la responsabilité. Dans un cas comme ceci, évidemment, il faut se poser la question. Est-ce que l'intervenant ou l'intervenante a mis en place les mesures qu'elle aurait mises en place sans l'utilisation du logiciel? Parce qu'il faut déterminer qu'il y a une faute. On n'a pas les détails. Mais c'est sûr que de se fier purement et simplement à un logiciel, ça pourrait représenter un cas où il y aurait une responsabilité de retenue. Donc, même chose pour les médecins. Il faut toujours voir la technologie comme complémentaire, un peu à notre jugement clinique. C'est un peu comme si on parlait à un collègue qui nous disait, ben moi, si j'étais toi, je prescrirais telle affaire. Il faut quand même conserver son propre jugement. C'est comme ça qu'on le voit présentement au niveau de la responsabilité. Est-ce que le temps, est-ce que tout va bien? Parfait. Au niveau bancaire, on a plusieurs cas aussi qui sont à être étudiés par des cours. Vous savez, de plus en plus, évidemment, beaucoup de professions sont en fait anxieuses de connaître leur avenir du fait de l'introduction de l'intelligence artificielle. La profession juridique c'en est une. Vous savez, on va peut-être bientôt pouvoir être jugé par des applications numériques. Tous les contrats
pourront bientôt être faits par des applications numériques. Donc, le domaine médical n'est pas particulier. C'est un domaine qui est touché comme d'autres domaines. Dans le domaine bancaire, il y a un premier cas de recours où on a utilisé une application faisant appel à l'intelligence artificielle et l'application a mal guidé le conseiller financier et il y a une poursuite. Donc, on aura plus de réponses, mais à mon avis, on va toujours retourner aux bases. Donc, est-ce qu'on a exercé notre jugement de façon correcte ou on s'est simplement fié à la technologie? La conformité. Et là, j'arrive un peu à je réponds à votre question plus spécifiquement. Une des raisons qui fait que plusieurs acteurs ne veulent pas intégrer l'intelligence artificielle, notamment et particulièrement dans le domaine médical, c'est lié à la méconnaissance de la fiabilité de la technologie. On ne sait pas comment la technologie en est arrivé à la conclusion à savoir que tel médicament devrait être donné à ce patient-là. Et cette méconnaissance-là du processus réflexif de la technologie crée des craintes au niveau de l'utilisation de cette technologie-là. On fait souvent référence au concept de boîte noire. Ça, c'est le processus réflexif de la technologie. C'est les réseaux de neurones qui se croisent et se décroisent et on arrive à un résultat. Et c'est cette méconnaissance-là du processus qui est qualifiée de boîte noire. Par exemple, on donne une image de chat, ça passe à travers la boîte noire et on va arriver à la conclusion que c'est un chat ou un chien ou un autre selon, par exemple, la position des oreilles. On a fait des tests, par exemple, il y avait des chiens qui tenaient une balle. La technologie arrivait à une autre conclusion, on disait que ce n'était pas un chien. Donc, la boîte noire crée des craintes et cette résistance-là à intégrer des technologies. Qu'est-ce qu'on fait dans le domaine médical pour essayer d'accroître la confiance? Santé Canada travaille présentement sur la révision de sa réglementation. Il travaille à plusieurs niveaux. Donc, il travaille par exemple au niveau de la télémédecine, des logiciels à titre d'instruments médicaux, l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine, la cybersécurité, impression 3D et interopérabilité des instruments médicaux. De plus en plus d'instruments médicaux sont connectés. C'est fascinant. Vous connaissez ça sûrement mieux que moi, mais moi, étant à l'externe, j'enseigne ça à mes étudiants, puis à chaque fois, ils sont fascinés de voir comment le domaine de la santé est lié de plus en plus au numérique. Quels instruments médicaux font l'objet d'une approbation par Santé Canada? Bien là, il faut se référer à la loi sur les aliments et drogues, puis au règlement sur les instruments médicaux. Puis dans cette législation-là, on nous dit qu'un dispositif médical, qu'il soit ou non numérique, fera l'objet d'une évaluation par Santé Canada. Il y a différentes classes. On passe, par exemple, de la classe 1 où on a la chaise roulante, qui fait peu l'objet d'une évaluation par Santé Canada, parce que le risque pour l'humain est limité par rapport, par exemple, à un cœur mécanique, qui serait plus classe 4. Donc, plus on augmente au niveau des classes, plus il y a une évaluation serrée qui est effectuée par Santé Canada. Si on parle des applications numériques qui seraient, par exemple, utilisées dans le domaine médical, là, je vous parle vraiment des applications numériques parce que si on parlait, par exemple, si on liait, je ne sais pas moi, un cœur mécanique à un logiciel quelconque, comme c'est intégré, nécessairement, on serait plus dans les classes 3-4. Donc, je parle d'applications. Par exemple, est-ce que c'est un bon médicament pour ce patient-là? Je vous parle d'une autre application. Vous êtes à la maison, vous êtes de nature hypocondriaque, donc vous voulez le plus d'applications qui vous permettent de mieux vous traiter, de plus rapidement consulter un médecin s'il y a un risque. Donc, vous avez l'application qui vous permet de prendre une photo de votre peau et elle vous dira si une tache sur votre main est de nature cancéreuse ou pas.
Est-ce que Santé Canada intervient? Bien, c'est considéré comme un instrument médical. Santé Canada intervient. Maintenant, ça fait partie de quelle classe? Et c'est là où il y a beaucoup de questions. Parce qu'à partir du moment où on est dans la classe 1 et 2, l'intervention de Santé Canada, elle est très limitée. Et aussi, je vous ai dit, on parle d'intelligence artificielle, il n'y a pas un arrêt dans le temps. La technologie continue d'évoluer. Donc, c'est quoi le rôle de Santé Canada une fois qu'on a dit « oui, parfait, on vous donne l'autorisation de mise en marché, on commercialise ». Qu'est-ce que Santé Canada fait par la suite quand on continue à collecter des données puis que ça peut changer finalement le caractère optimal ou pas de l'application? Mais Santé Canada travaille sur ces éléments-là. En fait, ils ont un certain pouvoir de surveillance, mais qui est toujours limité. L'accès. Je vous ai dit que c'était une responsabilité, à mon avis. Qu'est-ce qu'il en est de l'accès aux technologies numériques? Si vous lisez des rapports sur le sujet de l'intégration du numérique et de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé, plusieurs suggèrent que l'introduction d'intelligence artificielle permettra de limiter les disparités entre individus. Ça permet un meilleur accès pour certains individus qui ne peuvent pas, par exemple, se déplacer à l'hôpital, meilleur suivi à distance, prise en charge plus rapide. Mais il faut toujours bien pouvoir avoir accès à ces technologies-là. Comment ça fonctionne en établissement? Bien, je pense que vous êtes les mieux placés pour répondre à cette question-là. Vous savez qu'en établissement, tous ne peuvent pas intégrer les technologies qu'ils veulent intégrer. Il y a un mécanisme qui permet l'intégration des technologies en établissement, notamment les appels d'offres. Donc, il faut procéder par appel d'offres. Est-ce que ce mécanisme-là est optimal pour le déploiement du numérique et pour les individus? Peut-être que oui, peut-être que non. J'ai travaillé sur les appels d'offres au niveau des médicaments. Il faudra que je me penche sur le sujet des appels d'offres pour le numérique. Les budgets. Qu'est-ce que c'est la responsabilité d'un établissement de rendre disponibles des applications numériques qui permettent un meilleur service ou des meilleurs soins aux patients? Parce que je n'en ai pas parlé. Présentement, si vous regardez les études sur le sujet du numérique en santé, la plupart vous diront que beaucoup limitent de façon importante les erreurs médicales par rapport à l'erreur que pourrait faire un médecin. Parce qu'un médecin, il est seul, c'est une erreur humaine. Plusieurs applications numériques permettent de limiter les erreurs médicales. C'est quoi la responsabilité d'un établissement d'offrir des technologies qui permettent une meilleure offre de service? Hein? Dans la mesure où ça devient partie des bonnes façons de faire au sein de la communauté médicale. Est-ce que l'établissement a l'obligation d'offrir cette technologie-là? Encore une fois, on peut faire des liens avec ce qui existe ailleurs. On parle des IRM. Est-ce que l'établissement a l'obligation d'offrir des IRM? Bien, il y a de la jurisprudence sur ça aussi. Donc, en principe, on a l'obligation à partir du moment où ça fait partie des bonnes pratiques. Mais il y a toujours une limite, puisque vous la connaissez certainement, la loi sur les services de santé et services sociaux. La limite, c'est les ressources humaines et financières. Et jusqu'à présent, les tribunaux ont donné plusieurs options ou ont donné une certaine flexibilité aux établissements pour ne pas offrir certains services ou certaines ressources dans un contexte de ressources budgétaires ou ressources financières, ou humaines limitées. En clinique, c'est la même chose. Est-ce qu'on a l'obligation comme médecin de recourir au numérique si ça nous permet, par exemple, d'éviter des effets secondaires chez certains patients? Il y a un recours qui a été entrepris aux États-Unis il y a quelques années, puis semble-t-il qu'il y a plusieurs recours sur le sujet au Québec, mais je n'ai pas vu de décision, probablement parce qu'il y a des règlements en cours. Et c'était un médecin qui n'avait pas, fait un test diagnostique pour déterminer si le patient qui était devant lui était un répondeur à un médicament X. En fait, ce qui est arrivé, c'est que c'était un enfant qui prenait un médicament pour l'hyperactivité, puis finalement, son système d'absorption était qualifié de système d'absorption lent, et ça fait en sorte qu'il a fait une overdose, en fait. Tandis que si on avait fait le test, on aurait déterminé que son système était de type lent au niveau de l'absorption, et on aurait ajusté la posologie. Et donc, on a retenu la responsabilité du médecin.
qu'est-ce qu'il y en est au niveau du numérique? Est-ce qu'on peut tracer une ligne qui distingue le numérique des autres technologies ou des outils qui sont disponibles à la profession médicale? Je vous ai dit que je vous poserais plein de questions. C'est des questions qu'on doit se poser. Alors voilà, ça conclut ma présentation. Je voulais finir ma présentation sur des réflexions. Ici, c'est un rapport de l'Academy of Medical Radiology Colleges, il devrait y avoir un S ici, qui en fait nous dit, dans l'une des pages, l'IA permettra aux médecins d'être plus humains. Ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que généralement, on dit l'inverse en fait. On dit, l'IA, ça va déshumaniser les soins. Ici, c'est un de vos collègues, Dr. Chabot, qui a publié, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est une opinion qui a été récemment publiée à la suite d'une série de conférences que vous avez tenues, notamment en lien avec le numérique. Et il nous dit, la consultation en personne aura toujours sa place et rien ne pourra complètement la remplacer, pas même une conversation FaceTime. C'était beaucoup plus en lien avec la télésanté, mais sa réflexion était intrinsèquement liée à la réflexion que beaucoup ont. Est-ce que c'est bien d'introduire l'IA comme ça en santé? Est-ce qu'on va perdre cette relation-là, médecin-patient? Peut-être qu'on peut la transformer, peut-être qu'on peut la voir autrement, peut-être qu'on peut axer la relation médecin-patient ailleurs. Donc, je vous laisse ça comme réflexion. On dit ici, encore dans le rapport de l'Academy of Medical Royal Colleges, décidément, je n'avais pas mis mon S. Dans tous les cas, il faut garder en tête que c'est la sécurité du patient qui doit être assurée, qu'on ait ou pas recours à l'intelligence artificielle. Et je vous fais un lien ici avec la notion de patient partenaire, parce que je pense que toutes nos réflexions liées à l'IA et tous les développements dans le domaine de l'IA et de la santé doivent être faits avec des patients partenaires qui devraient avoir leur mot à dire, comment ils perçoivent ça. Hein? Parce que certains patients vont considérer que la relation médecin-patient est capitale dans certains domaines et peut-être moins dans d'autres domaines. En bout de ligne, il faut générer la confiance de tous les acteurs. Voilà, merci. Donc, nous allons passer à la période de questions, s'il y a des questions dans la salle. Sinon, on va avoir une question Facebook. Donc, la question, c'est qu'en est-il de la réglementation entourant les algorithmes et y a-t-il de la jurisprudence par rapport à la réglementation? C'est une question très large. Bien, en fait, si on parle de la réglementation de Santé Canada pour assurer la sécurité des patients, des usagers, je devrais dire, oui, il y a de la réglementation, mais on est en train de la mettre à jour pour s'assurer qu'elle est adaptée au contexte de l'IA. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Santé Canada travaille actuellement à mettre en place des directives qui vont permettre, et je ne sais pas comment ils vont le faire, mais j'ai bien hâte de le voir, ils veulent s'assurer que la boîte noire devient une boîte blanche. Donc, moi, je ne suis pas spécialiste dans le domaine des technologies de l'information et de la création de logiciels. Certains diront que c'est quelque chose qui peut être possible, d'autres diront que c'est impossible. Donc, oui, il y a de la réglementation. Puis, au niveau de la jurisprudence, bien, c'est celle à laquelle j'ai fait référence. En fait, il faut regarder la jurisprudence qui se penche sur des situations de responsabilité où en fait, qui ne concernent pas l'IA, mais qui concernent d'autres domaines et où on peut tirer des liens. Parce que le droit, hein, c'est des concepts de base qui sont interprétés par les tribunaux et c'est à travers l'interprétation des tribunaux qu'on s'adapte à un contexte plus contemporain. Je peux y aller. Merci beaucoup pour votre présentation. Moi, c'est Cathy Malas. Je suis adjointe au PDG, responsable de la stratégie d'innovation d'intelligence artificielle. J'aimerais vous entendre davantage. Vous avez dit un des aspects, c'est de l'aspect punitif pour s'assurer que les principes, exemple du cadre normatif comme la déclaration d'IA responsable, soient appliqués.
Nos premières réflexions et actions, c'est de peut-être actualiser les principes d'IA responsable. Donc, on concrétiser avec des guides, des méthodes, des mécanismes de qu'est-ce que ça veut dire respecter la vie privée. Donc, toute la notion de privacy by design, equity by design. J'aimerais vous entendre là-dessus. Qu'est-ce que la littérature dit là-dessus? Votre opinion, l'état de l'art? Je suis très heureuse que vous posiez votre question. Là, ici, on voit quelqu'un qui travaille beaucoup avec les éthiciens ou qui est en lien avec les éthiciens et on a la juriste ici. Je pense que le Privacy by Design, qui est un superbe modèle, est tout à fait pertinent et que les entreprises doivent l'incorporer comme bonne pratique. Mais, comme par exemple l'énoncé de politique des 3 conseils, malheureusement, je ne pense pas que c'est suffisant parce qu'il y aura toujours des gens qui j'en rencontre beaucoup de petits entrepreneurs qui développent des logiciels. Et croyez-moi, ils vont faire des formulaires de consentement de 3 pages, écrits petits comme ça, en se disant « Ah, c'est sûr que je vais avoir un consentement qui est libre et éclairé, tout est là. » Alors qu'en bout de ligne, l'usager, va regarder ça, il va dire « Mon Dieu, c'est beaucoup trop long. » Clique « J'accepte », il n'aura même pas lu. Donc, il n'y a pas plus de protection de sa responsabilité, en fait, le concepteur, en développant un formulaire comme ça. Il faut, oui, donner des guides. Par exemple, le RGPD est très explicatif à cet égard-là. On doit dire aux entrepreneurs ou à ceux qui développent des logiciels ou l'IA, on doit leur dire, assurez-vous de mettre tout en place pour obtenir un consentement qui est libre et éclairé, de s'assurer qu'on a une finalité qui est explicite, on revient, et comment on le fait. Donc, vraiment de leur créer des guides sur comment on le fait. Et je vous dirais que les guides doivent être des guides 101 vulgarisés. Mais malheureusement, je pense que les normes souples ne suffiront pas. Il faut qu'on ait quelque chose qui crée un incitatif au respect, tant de la législation que des normes. Donc, multiplier les incitatifs, tant punitifs que positifs. Tout à fait. Ah oui, certainement. Il faut aider tous les acteurs, en fait, pour s'assurer que tout le monde, en fait, utilise ou crée l'IA dans un contexte qui soit acceptable pour le patient, l'usager. Certainement. Merci. Oui. Bonjour. Je dois dire là, que je suis arrivée en retard à votre présentation. Mais Parlez un peu plus. Je suis arrivée en retard à votre présentation. Pas de problème. Mais concernant les droits, la gestion des droits dans l'entreprise de l'innovation, là, dans les projets d'innovation, parce que l'IA, c'est innovant. Je vais d'emblée me présenter comme étant coordonnatrice à la recherche clinique et développement au Technopôle de réadaptation pédiatrique CRME Sainte-Justine. On a beaucoup de questionnements justement en ce moment avec beaucoup de projets sur la table, dans l'assiette, beaucoup du nouveau concept où l'industrie est avec nous, et le patient, et le clinicien, et l'équipe de recherche. J'en viens à regarder à travers beaucoup de projets, dont des trucs avec ce qu'on peut embarquer dans l'intelligence artificielle, là, des algorithmes, des logiciels, toutes sortes et des entrepreneurs qui sont de bonne foi, ils arrivent. Eux autres, ils souhaitent avoir des NDA, des non-divulgations, la gestion du droit à l'invention aussi. Tout ça, là, en ce moment, dans un but du fait qu'on est dans un réseau de santé. Il y a des ressources qui sont mobilisées à ces projets-là, on le veut. Ouais. Ceci dit, ces ressources-là égalent, actuellement dans le contexte provincial, l'argent du contribuable. On s'entend? Ouais. Alors, dans un contexte où il y a de l'argent du contribuable, où il y a on est dans ce que je comprends, on est dans un changement provincial, peut-être, de paradigme, peut-être. On incorpore l'industrie davantage, autrement que classiquement les compagnies pharmaceutiques, puis que tout le rouage est fait à ce niveau-là. Mais au volume, il y a énormément de petites et moyennes inventions, innovations. J'en viens à dire, et je vous pose la question, ne serait-il pas intéressant d'envisager une solution telle qu'en ce moment, il y a le bureau d'innovation chapeauté par M. Larchevêque qui en est venu à un modèle afin de, comme il explique dans sa présentation, arriver top vers le bottom. Le top peut très bien aider le bottom, hein, souvent.
Ouais. Puis on peut très bien accepter volontiers quelque chose qui soulage le bottom en arrivant avec un genre, peut-être un bureau des droits, de gestion des droits, qui ferait quelque chose d'un peu plus uniformisé, un peu plus standardisé à travers le Québec, parce que c'est l'argent du contribuable. Pourquoi à tel organisme, telle institution, ça va vite, ça va bien, on gère ça, on a des win-win. Mais vous parliez de gestion souple. Est-ce que c'est vraiment... Est-ce qu'on ne va pas se faire prendre en bout de ligne avec un incident qui va arriver? En toute bonne foi qui aura été géré, mais est-ce que ce ne serait pas une bonne idée? Je lance ça, là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça soulagerait énormément le réseau. Tout un chacun essaie de refaire la roue à sa façon, là. Oui. Ce que je vois. C'est une bonne question, puis je ne pouvais pas l'aborder. Je pense qu'on pourrait faire facilement au moins 6 heures de cours sur le sujet de l'IA. Puis, votre proposition correspond à un élément sur lequel on se penche beaucoup dans le domaine académique, en fait. On a parlé du modèle de Privacy by Design. Présentement, c'est la docteure Anne Kaboukan qui a développé ce modèle-là. Puis elle s'est associée à KPMG. Fait que les compagnies vont voir KPMG, puis là, il y a un peu le pendant d'un saut de certification, puis ça s'arrête dans le temps. Une fois qu'on a continué à modifier notre technologie, il n'y a rien. Puis chacun va développer ses propres normes, ses façons de faire. Puis effectivement, d'avoir un organisme qui pourrait... je ne sais pas comment il pourrait être construit, cet organisme-là, mais certainement un organisme qui permettrait de mieux guider les usagers qui ont accepté de transférer leur information personnelle sur qu'est-ce qui arrive au niveau de cette information-là, quelque chose qui permettrait de faire un pont entre l'usager et les développeurs de l'IA. Ça serait hautement pertinent. Mais il y avait deux éléments dans votre commentaire, question. Il y avait cet élément-là de protection de l'usager, mais il y avait, j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi toute la question de l'accès aux données qui viennent des établissements, puis qui sont ces données-là, on les transfère peut-être à travers la disposition dans la L4S qui permet de transférer des données à des entreprises privées qui développent des produits, puis après ça, il y a de la commercialisation qui se fait dans un contexte privé. Et ça suscite des malaises, certainement. On a vu même au Royaume-Uni, quand le gouvernement a transféré des données pour le développement de produits numériques, ça a suscité un tollé. Donc, je pense que sur cet élément-là, il faut clairement une réflexion sociétale sur l'utilisation des données à des fins de recherche et dans quel contexte. Et on dit souvent que notre législation n'est pas adaptée, par exemple, par rapport à ce qui a été fait dans les pays de l'Union européenne, où on a le RGPD qui est beaucoup plus détaillé et strict. Par contre, le RGPD, il y a des dispositions spécifiques sur le sujet de la recherche. Ce qu'on n'a pas ici, on n'a pas de guide suffisant, à mon avis. Donc, je pense que ça, c'est un autre beau volet de votre question. Beaucoup de travail à ce niveau-là. Puis, je ne sais pas qui se penche sur ce sujet-là particulièrement, parce qu'on a plein de subventions pour de la recherche au niveau de l'IA, mais je n'ai pas vu de projet sur ça. Donc, bonne idée. On va prendre une dernière question Facebook, si vous me le permettez, parce qu'on a plusieurs questions sur les réseaux sociaux aussi. On pourra parler après ensemble, si vous voulez. Donc, la dernière question Facebook, ce serait quelles sont les questions particulières à se poser dans l'application de l'IA en santé publique? Et je pense que ça ferait une belle conclusion aussi à la présentation. C'est une bonne question. Eh mon Dieu, c'est une question, mais je pense que ce ne sera pas une bonne conclusion, en fait, parce que je n'ai pas de réponse. Je pense que dans le domaine de la santé publique, c'est un domaine qui est tellement vaste et qui peut certainement faire appel au numérique, je pense au niveau de la prévention, santé mentale, obésité. Donc, il y a un peu une contradiction, en fait, où on sent présentement que le milieu veut plus d'outils, mais il y a une résistance importante au niveau de leur intégration, puis il faut travailler à cet égard-là. Je pense qu'il faut qu'on se dise, le risque zéro n'existe plus. Il y a un risque. Puis à partir de là, il faut travailler pour gérer ce risque-là. Donc, j'ai une collègue, Marie-Ève Couture-Ménard, à l'Université de Sherbrooke, qui se spécialise dans le domaine de la santé publique, puis je suis certaine que ça pourrait être un beau projet pour elle aussi, ça.
participation, votre écoute. Merci à vous, professeur Bourassa-Forcier. Merci de votre conférence. Donc, je vous rappelle que la conférence sera disponible sur la page Facebook du CHUM. Je vous invite à la partager et à travers votre réseau. Je vous souhaite un très bon après-midi et on se retrouve en 2020. Joyeux temps des fêtes à tous. Merci. Merci.